Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Vendée Globe, journée numéro 27, journée marquée par des problèmes de grand voile, marquée quand même aussi par, encore une fois, la belle option de Charlie Dalin, même si on fera un point véritablement demain pour voir les écarts, l'avance qu'il a pris grâce à cette option plus au sud. Il faudra attendre demain parce que là il va être rentré dans une situation un petit peu plus complexe au niveau de la météo, parce qu'il va avoir de la navigation qui va être pas très facile, avec du vent qui va pas forcément être bien placé pour les voiles. Donc il va ralentir un petit peu par rapport aux autres qui, eux, normalement ne devraient pas être touchés par la situation anticyclonique qu'ont eu les concurrents comme Jérémy Bayou. Bon, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Je sais que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu sur les dernières 24 heures. Plusieurs moyens de me soutenir. Déjà, abonnez-vous, ça c'est déjà la première option. Quand vous vous abonnez, on peut rajouter la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne. Plus vous cliquez rapidement sur une notification, sur une miniature, plus les vidéos sont mises en avant par YouTube. Et comme ça vous saurez que il y a une vidéo, il y a des vidéos cyclisme qui sont sorties il y a quelques jours. Il y a du biathlon. Encore ce soir, on fera le débrief du sprint. Hier, ça a plutôt bien marché le biathlon. Je regardais les chiffres ce matin. Pour du biathlon, ça a plutôt bien marché. Je remercie les gens qui ont regardé la vidéo. Si vous avez regardé également la vidéo du jour du côté de la voile. Et puis, la deuxième option pour me soutenir, c'est de faire un super thanks. Et je remercie les gens qui le font. On commence tout de suite avec la météo. Encore une fois, les mers du Sud, c'est-à-dire un enchaînement de dépressions. Ça, vous avez un petit peu compris le topo. Quelle est la situation à l'instant T sur les bateaux de tête? Donc vous voyez, si on prend les 4 bateaux de tête qui sont dans le même schéma météo encore, ce qui n'est pas vraiment le cas des bateaux de derrière. Vous voyez que donc, comme je vous parlais, là ça commence à être compliqué pour Charlie Dalin pour deux raisons. Déjà, vous avez cette zone d'exclusion qui remonte énormément dans cette fin d'océan Indien. Donc la zone de jeu est plus courte que ce qu'on a pu avoir au départ de cet océan Indien, qui aura été expéditif. Quand même, on va vite grâce au vent, et ça va continuer à aller vite parce que la dépression suivante, ils vont pas avoir très peu de transition entre les deux dépressions. Vous voyez que le vent s'est calmé autour de Charlie Dalin. Sébastien Simon, lui, a encore du vent fort et encore pas mal de mer. C'est un peu plus calme désormais. Si on regarde même de ce côté-là, c'est juste un peu plus calme, parce qu'il reste quand même en bordure pour Charlie Dalin. Par contre, vous voyez que voilà, Sébastien Simon est dans de la mer forte. Ça s'est calmé également pour Richomme, pour Thomas Ruyant, qui eux étaient dans de la mer très très formée. Vraiment, Richomme, je crois que c'est celui qui a pris le plus cher au final au niveau de la mer. Et donc du côté de Charlie Dalin, pour le moment, on est dans une situation où on a moins le vent bien positionné pour remonter. Et puis surtout, on est gêné par cette zone d'exclusion. Donc là, on ne peut plus faire les manœuvres comme on le souhaite. C'est pareil pour Sébastien Simon. Alors de l'autre côté, eux, ils ont un terrain de jeu qui est beaucoup plus grand. Donc ils peuvent faire tirer des bords comme ils le souhaitent au moment où ils le souhaitent. Ce qui n'est pas forcément le cas là. Sachant qu'il faut toujours garder une petite marge de sécurité par rapport à cette zone d'exclusion pour éviter de rentrer dedans. Ce qui peut être très contraignant. On regarde la météo dans les prochaines heures. Donc la dépression qui va commencer à s'échapper au fur et à mesure, le vent qui va diminuer notamment pour Sébastien Simon, et le vent qui va être superbement bien positionné par contre pour Ruyant et Richomme. Donc si les fichiers sont fiables, le vent va être très fort, donc c'est eux qui risquent de remonter un petit peu sur Charlie Dalin et Sébastien Simon. C'est pour ça que je disais qu'on fera le point demain pour les écarts vraiment. C'est là où on se dira Charlie Dalin a pris une très très belle option ou non, et Sébastien Simon a pris une très très belle option ou non, parce que je pense que Johan Richomme comme Thomas Ruyant vont reprendre peut-être 100 000 par exemple dans les 24 prochaines heures, parce qu'ils vont aller plus vite et peut-être aller 2 fois plus vite qu'un bateau comme Charlie Dalin. Donc c'est ça qu'il faudra suivre dans les heures à venir, parce que vous voyez que la situation de vent pour eux elle est presque idéale. Au niveau de la mer, c'est encore un petit peu, ça va être beaucoup moins formé aussi. Quand vous regardez, ils vont retrouver des conditions à 2-3 mètres de mer, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir aller vite,
qui vont beaucoup moins planter aussi. Mais il faudra forcément réparer quelques éléments sur les bateaux, donc peut-être qu'ils ne pourront pas quand même pulser à 100% de ce côté-là. Derrière, eh bien, c'est fini l'anticyclone. On retrouve également du vent intéressant pour les concurrents du deuxième peloton, parce qu'on va l'appeler comme ça, des poursuivants. Eh bien, ce peloton, donc, qui va de Jérémy Bayou à Yannick Bestaven, là, on voit que le vent a forci et va augmenter dans les prochaines heures, en sachant que voilà, ils vont avoir une dépression qui va avancer sur eux, donc avec du vent qui va être très fort, mais là encore, pas trop de mer, et ça va être l'idéal, 2 mètres, 2 mètres 50 de mer, donc vraiment ça c'est excellent pour eux, et dans les heures à venir, voilà, ils vont avoir du vent fort dans les 24-48 prochaines heures, donc là il va falloir cravacher, il va falloir rattraper son retard pour ces concurrents-là, alors que du côté de Charlie Dalin, on sera peut-être gêné par une nouvelle dépression, ce qui fait qu'on ne pourra pas prendre le chemin que l'on souhaite. Donc voilà, il y aura peut-être un beau match entre ce deuxième peloton et ce premier peloton où on va tenter de reprendre de la vitesse. On retrouve ensuite le groupe Boris Herman, on va dire de Boris Herman à Pip Air. On est à peu près sur le même schéma météo parce que Damien Seguin lui est parti tellement nord qu'il est sur d'autres systèmes. Il est plutôt sur des systèmes qui ressemblent à Ska, l'Anrura et le bateau et le groupe des bateaux à dérive. Du côté donc de Clarisse Kremer, Boris Herman, Samantha Davis, et bien là, dans les prochaines heures, ça va pulser en termes de vitesse. Et ça a déjà commencé depuis quelques heures. Ils ont des conditions de mer idéales pour les mers du Sud. 2 mètres. 2 mètres de mer, c'est que dalle. Même si c'est de la mer, encore une fois, de l'océan Indien, c'est vraiment très intéressant pour eux. Et vous allez voir que plus la dépression va avancer, eh bien la mer va pas trop augmenter pour eux normalement, je crois. Si j'avais bien vu dans les fichiers météo, ça va rester raisonnable, surtout s'ils restent dans cette zone sud au niveau des Kerguelen. Donc ça peut être très intéressant pour eux, avec quand même encore du vent. Si on regarde vers les Kerguelen, ils auront encore du vent quand même là s'ils sont dans cette zone là sans avoir trop de mer. Alors par contre il faudra jouer avec une zone de molle qui sera autour des Kerguelen. Pour Pip Air par contre là je crois que ça va être compliqué d'éviter le vent fort parce qu'elle est un petit peu en plein milieu de la trajectoire, donc elle risque elle d'avoir beaucoup de mer. Alors là je pense déjà un petit peu de mer. Pip Air donc qui va se faire traverser par cette dépression. Vous allez voir aussi que Pip Air, elle va avoir une transition qui sera peut-être beaucoup plus facile à gérer pour le groupe Boris Herman, qui aura une zone de transition peut-être où il faudra remonter un petit peu plus au nord, mais ça sera faisable. Donc une zone de transition qui je pense devrait être un peu moins compliquée à gérer que pour d'autres bateaux. Derrière, on a le groupe des bateaux à dérive. En sachant que ce groupe, on peut le dire, commence à se scinder en 2 parties. À partir de Conrad Coleman, on a quand même du mal à suivre le rythme de Jean Le Cam. Vous voyez également Damien Seguin qui est un petit peu plus au nord. Donc on va suivre, voilà. Donc ils sont eux sur cette dépression. Leur objectif c'est de contourner cette zone de molle, mais qui va avancer. Donc j'ai peur que ceux qui sont le plus au nord, Jean Le Cam, Alan Roura, Isabelle Yoshke, tombent dedans et que ça soit peut-être un peu plus facile pour les bateaux qui sont au sud. Sauf que les bateaux qui sont au sud ont souvent eu des dégâts. Donc il va falloir gérer cette situation-là. Celui qui peut peut-être tirer les marrons du feu, c'est Tanguy Le Turquet, qui aura un peu moins de mer, mais ça va pas être facile quand même dans les heures à venir. Donc ensuite, on voit qu'ils vont être atteints par une autre dépression. Eux, ils ne vont quasiment pas avoir de zone de transition. Les 2 dépressions vont quasiment s'enchaîner. Donc ça va leur permettre d'aller assez vite dans les prochaines heures, parce que vous voyez que les 2 dépressions s'enchaînent, et même celle d'après. Là encore, la zone de transition, elle sera quand même avec un petit peu de vent. Il y aura 16 nœuds, 17 nœuds de vent. Et la dépression d'après, par contre, celle-là, elle est beaucoup plus costaud en termes de vent. Donc, il faudra faire attention dans 4 jours, peut-être 4-5 jours, où là, il y aura du vent très très fort sur eux. Mais vous voyez, ils vont enchaîner les dépressions avec des zones de transition qui, pour eux, vont être assez réduites. Donc ça, c'est l'idéal par rapport à d'autres bateaux de vent qui auront peut-être ces petits moments-là entre 2 schémas météo, entre 2 dépressions qu'il faudra gérer, ce qui ne sera pas forcément évident à faire.
On regarde un petit peu ce qui s'est passé du côté des dernières heures de course pour certains concurrents. Pas mal de problèmes de grand voile. Ça commence avec Arnaud Boissière, je pense en prenait, ou Tanguy Le Turquet. Non, Tanguy Le Turquet. Tanguy Le Turquet, problème de grand voile, il a cassé 3 lattes de grand voile. Tanguy Le Turquet, il a réparé, ça lui a pris quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie du côté de Tanguy Le Turquet, donc il faudra voir s'il n'y a pas un contre-coup. Il a réparé avant de se prendre ce front à quasiment 50 nœuds de vitesse en pointe du côté de Tanguy Le Turquet. Il faut dire que son positionnement était loin d'être idéal, avec donc ce vent fort qui le poursuivait dans les dernières heures. Hein. Si on regarde, voilà, vous voyez, il était entre ces deux situations météo, donc c'était loin d'être idéal pour lui hier. Et voilà, il s'est retrouvé au milieu, en plein dans le vent le plus fort. Et donc voilà, au moment où il s'est pris la dépression, bah, après avoir fait un petit virage, il s'est retrouvé avec le vent contre la grand voile. Forcément, la grand voile n'a pas aimé. Et c'est les lattes qui ont cassé 3 lattes de grand voile. C'est pas l'idéal quand même. Alors, c'est une réparation qui se fait. Ça prend un petit peu de temps, mais c'est une réparation qui se fait. Il a eu de la chance, c'est qu'il n'a pas déchiré la grand voile. Le problème, c'est qu'il a quand même cassé 3 lattes. Donc, c'est des pièces de secours qu'il n'aura plus pour la suite de la course. Donc, c'est vrai que c'est pas forcément l'idéal. C'est encore pire pour Kojiro Shiraishi. On va commencer par Kojiro. Kojiro Shiraishi, lui, c'est encore pire. Situation qui est loin d'être évidente. Il essaie de retrouver une zone de calme pour pouvoir réparer tranquillement parce qu'il va devoir monter au mât. Kojiro, pourquoi? Il a cassé donc déjà 5 lattes de grand voile. Donc je rappelle, les lattes de grand voile, c'est ces morceaux de carbone, c'est ces petites tiges de carbone. C'est pas vraiment des tiges, vous voyez, ces petites planchasses de carbone qui sont dans la grand voile et qui permettent de rigidifier énormément la grand voile. Et parfois, elles sont courbées pour améliorer également l'aéro du bateau. Donc voilà, souvent, elles ne sont pas totalement droites, elles sont légèrement courbées. Ça reste du carbone, donc le carbone, ça casse, hein. C'est rigide le carbone, donc ça n'aime pas trop les déformations. C'est le cas également pour les vélos de course, hein, du cyclisme. Donc on sait que le carbone ça casse, c'est le cas en Formule 1 aussi, hein, quand il y a un choc. Alors, vous voyez, ça part en multitude de pièces. Donc du côté de Kojiro, en plus de ces 5 lattes de grand voile cassées, il a également le chariot de l'écoute qui s'est délogé du rail. Il faut savoir que dans le mât, vous avez un rail qui permet de mettre des chariots. Sur les chariots, on met des écoutes, on met des bouts qui permettent donc d'enlever un riz, d'enlever 2 riz. C'est ce qui permet d'enlever les riz à la grand voile, donc de rabaisser la grand voile. Or, c'est un peu le même problème qu'avait Maxime Sorel, mais encore en pire. Le chariot n'est plus dans le rail. Donc c'est une sorte de petits chariots, hein, de petits comme sur les trains, quoi. Ça suit un rail. C'est un peu le même principe qu'un train. Sauf que si le chariot est plus dans le rail, autant vous dire que vous pouvez plus monter et descendre la grand voile. Donc il va falloir monter au mât pour remettre le chariot. Est-ce qu'il va falloir changer le chariot? Est-ce qu'il a cassé? Je ne sais pas pour le moment, c'était pas indiqué, mais il va devoir monter au haut de la grand voile. C'est pour ça qu'il s'est détourné de sa route pour aller dans une zone un petit peu plus calme. Autre problème également au niveau des grands voiles, c'est Arnaud Boissière qui a un petit peu dégringolé dans le classement. Vous voyez, hier il était plutôt aux alentours de la 20e place, 22e place, désormais il est 28e, vous voyez, avec une moyenne à 316 000. Du côté d'Arnaud Boissière, en fait, il a raté une manœuvre, hein, tout simplement, Arnaud Boissière l'a dit. Ce qui fait que vous avez le Easy Jack, on en avait parlé, c'est ce qui permet de maintenir la voile en position basse, en position plus basse. Soit vous avez la voile qui est complètement hissée, donc là, quand elle est complètement hissée, vous avez un hook, un crochet au sommet du mât, ce qui permet de maintenir la voile correctement. Soit vous la mettez un riz, 2 riz, 3 riz, vous voyez comment vous faites. Et là, ce qui va permettre de maintenir la voile en position, c'est un câble qui s'appelle un Easy Jack. Un de ces câbles a cassé, ce qui fait que la voile a dégringolé sur la casquette. Elle n'a pas endommagé la casquette, mais elle a cassé une des caméras. Faut savoir que c'est un bateau qui est un peu fermé, le bateau d'Arnaud Boissière, donc il a des caméras à l'intérieur, donc forcément ça va être un petit désavantage quand même dans les jours à venir, parce que ça veut dire qu'il a un point de vision en moins, Arnaud Boissière, et surtout, petite réparation quand même, il va devoir, alors pas forcément monter lui au sommet du mât,
parce que c'est pas le Z-Jack, enfin c'est pas les câbles les plus en haut, les plus au sommet, c'est un câble un petit peu en dessous, mais il va falloir réparer ce câble qui a cassé. Donc il va falloir quand même monter à la moitié du mât, donc il faut attendre des situations un petit peu plus calmes. Donc je pense qu'il va avoir il va attendre une route un peu plus calme, ça devrait arriver dans les prochaines heures. Voilà, parce qu'il va arriver dans de la molle, donc ça devrait lui permettre de réparer. Et puis je termine avec Dennis Van den Bergh. Dennis Van den Bergh qui a eu sa première réparation, un peu comme Tanguy le Turquet, hein. C'était sa première réparation dans les mers du Sud. Ça a été pareil pour Dennis Van den Bergh qui va vite en ce moment, hein. On le regardera tout à l'heure en vidéo. Dennis Van den Bergh, voile d'avant. En fait, faut savoir que les voiles d'avant, donc vous avez des hooks, des systèmes de hooks en haut, et vous avez un enrouleur en bas, ce qui permet de les tendre ou permettre de régler la voile d'avant. Donc le boot, on le passe dans un enrouleur. L'enrouleur, il est au bout de la voile. Et là, donc l'enrouleur, le boot a cassé. Enfin, le boot n'était plus dans l'enrouleur. En fait, c'est pas le boot qui a cassé, c'est que le boot est sorti de l'enrouleur. Donc il fallait réussir à remettre le boot, sauf que c'était à l'avant du pont que ces enrouleurs-là se trouvent là. Et forcément, avec des conditions de mer difficiles, hein, parce que lui, il avance vite. Et il a eu de la mer un peu forte ces dernières 24 heures, si on regarde, au niveau météo. Vous voyez, il y a eu des zones rouges, pas loin du rouge orangé. Donc forcément, ça n'a pas été facile de réparer, sauf qu'il avait besoin de réparer au maximum. Dennis Van den Bergh. Donc forcément, ça lui a coûté un petit peu de temps dans l'affaire. Et pourtant, ça avance vite. On en reparlera parce qu'il avance plus vite que Amedeo et que Manuel Cousin qui a fait une vacation pour dire que tout allait bien. La situation avec sa voile, avec sa quille, c'était sa quille, il avait eu un contact avec sa quille, ne s'est pas dégradée par rapport au moment du choc. Donc il a pu repartir, pas de problème désormais pour lui. Je vérifie s'il y a des autres infos de dernière minute, mais je ne crois pas, parce que j'ai vérifié à 11h, mais là il est 11h34. Faut que je vous dirai ça s'il y a des petites infos de dernière minute. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas du côté du Vendée Globe. Il n'y a pas d'évolution pour le moment. Donc ça va être intéressant pour la suite pour le moment. On passe au classement avec Charlie Dalin. Comme je vous le disais, Charlie Dalin qui entre dans une situation un petit peu plus compliquée. Vous voyez, la vitesse a baissé, 57 000 sur les 4 dernières heures. Malgré tout, la journée d'hier avait été assez exceptionnelle. Aujourd'hui, il a quand même réussi encore à faire 423 000. Donc ça reste encore une belle journée, même si Johan Richomme est allé un petit peu plus vite. Faut savoir qu'il est, je crois, 9e ou 10e dans le classement du nombre de milles en 24 heures. Charlie Dalin. Alors du côté de Charlie Dalin, donc vous voyez, donc 423 000 de parcouru sur les 24 dernières heures, 57,7 sur les 4 dernières heures. Donc là, il y a une grosse différence par rapport à Ruyan, Richomme, par rapport au groupe Samantha Davis. Mais c'est normal parce que vous voyez, il est en train de jouer avec la zone d'exclusion. Vous voyez, l'écart qu'il a avec la zone d'exclusion, elle est assez réduite. Ça joue à une trentaine de milles. En sachant que le vent aurait tendance plutôt à l'envoyer dans cette zone d'exclusion, donc il faut qu'il fasse très attention au niveau de ses manœuvres, et ça veut dire qu'il va falloir qu'il fasse maintenant pas mal de manœuvres, forcément, ça va ralentir son rythme, parce que là, il va remonter comme ça, mais quand il sera ici, va falloir encore redescendre de cette manière-là, puis quand il sera ici, quand il se rapprochera un petit peu trop de la zone d'exclusion, il faudra qu'il reparte comme ça, hop, puis voilà, il va tirer des bords comme ça, un petit peu en zigzag. Donc forcément, ça va lui faire perdre du temps par rapport aux hommes de tête, donc par rapport aux hommes qui sont derrière lui, et surtout Johan Richomme, Thomas Ruyan. Donc c'est pour ça qu'on fera un point que demain, pour savoir si l'option a été intéressante. Mais ce qu'il faut dire, c'est que normalement demain, il devra avoir un petit peu d'avance. Normalement, Charlie Dalin, il ne devrait pas perdre 520 000 sur Johan Richomme en une journée. Mais l'avance ne sera peut-être pas aussi importante qu'aujourd'hui, où là, il y a à peu près un jour de navigation d'écart. Ça sera peut-être plutôt 14 heures de navigation d'avance entre les deux. Donc l'avance sera peut-être légèrement plus réduite, ce qui fait que ça sera certes un bon coup, mais pas encore une situation vraiment totalement profitable, pas encore
exceptionnel comme coup tactique de Charlie Dalin, en sachant qu'on ne sait pas s'il n'y a pas eu des casses sur le bateau, parce qu'encore une fois, les conditions étaient quand même assez dures pour lui. Même si elles ont été encore plus dures pour Sébastien Simon, l'écart s'est agrandi. Vous voyez que lui, il est embêté par cette zone d'exclusion depuis bien avant. On va voir entre les deux bateaux même que l'écart s'est un petit peu agrandi. Hier, 11h, voilà, vous voyez, ils étaient dans une zone où lui, il a évité la molle au maximum, mais cette dépression l'a envoyé en fait quasiment dans la zone d'exclusion. Et après, eh bien, il a fallu faire pas mal de petites manœuvres, de petites jibes au niveau de la zone d'exclusion pour tenter de remonter, sauf qu'il était dans du vent fort et que là, ça lui a fait perdre du temps. 281 000 pour le moment, alors qu'hier, l'écart était de 199 000. Donc voilà, encore quasiment une centaine de mille repris dans la tête, sauf qu'il arrive à aller un petit peu à la même vitesse maintenant que Charlie Dalin. L'écart c'est un petit peu stabilisé, mais voilà, vous voyez, Sébastien Simon, seulement 349 000. Alors seulement, ça reste quand même des vitesses, ça veut dire que ça avance, mais seulement 15 nœuds de moyenne, comme vous le voyez, parce que bloqué par cette zone d'exclusion, donc beaucoup de manœuvres à réaliser. On retrouve ensuite Johan Richomme, 3e. Alors, enfin, une mer un petit peu plus calme pour Johan Richomme, même si ça reste encore costaud, parce que c'est vrai que l'option qu'il avait prise, Johan Richomme, ça devait lui permettre normalement d'éviter la mer trop dure, et ça devait lui permettre de rentrer dans des conditions un petit peu plus faciles que Charlie Dalin et Sébastien Simon. Dans la réalité, ça n'a pas fonctionné, vu que c'est lui peut-être qui a pris les plus grosses vagues sur ce Vendée Globe, avec des crosses dans le tour de 7 mètres de moyenne, là où il se trouvait Johan Richomme. Donc ça a tapé énormément sur le bateau, et lui qui avait choisi cette voie nord un petit peu pour avoir une voie un petit peu plus sécure, un petit peu moins contraignante, avoir des conditions de vie un petit peu moins contraignantes que ceux qui passaient par les mers du Sud, au final Charlie Dalin a eu des conditions plus faciles que lui. Donc d'un côté, il s'est dérouté de la route la plus rapide, de l'autre côté, ça n'a pas été profitable en termes de vitesse et en termes de sécurisation en matière du matériel, en termes de fiabilisation du matériel, pour éviter les emmerdes au niveau du matériel, on va le dire comme ça. Donc c'est vrai que ça a été une solution moyenne, on va pas se mentir, du côté du Johan Richomme. Malgré tout, il va vite en ce moment, c'est pas le bateau qui va le plus vite sur les 4 dernières heures. On regardera dans le groupe Boris Herman, ça va encore plus vite. Mais Johan Richomme, 80 000 de parcours sur les 4 dernières heures, c'est-à-dire 60 000 de plus, pas 60 000, 23 000 de plus que Charlie Dalin, donc c'est-à-dire plus d'un quart de vitesse de différence, 20-25% plus de 25% de différence en termes de performance. 434 000 de parcouru, quasiment 435, donc un petit peu plus également que Charlie Dalin. Ça fait que l'écart s'est légèrement réduit par rapport à hier 11h, où on avait 519 000, et désormais, on en a 520, parce que c'est vrai qu'il y a une question également de route idéale, vous savez, donc on est quasiment sur le même écart, mais ça s'est stabilisé. Sur les jours d'avant, ça avait tendance plutôt à augmenter. Vous voyez que l'écart également avec Thomas Ruyant s'est stabilisé, ils sont à 107 000, mais en sachant qu'ils ont un décalage énorme est-ouest. Vous voyez, il y a le décalage, ils sont à peu près sur la même latitude, on va dire, mais ils sont sur un décalage est-ouest, plus est pour Johan Richomme que Thomas Ruyant. Donc en fait, ils sont assez proches. Il n'y a pas 100 000 de différence, ils sont beaucoup plus proches que ça dans la réalité. Pourquoi? Parce que Thomas Ruyant a tendance à pas mal bombarder quand même, 79 000 de parcours sur les 4 dernières heures et 423 000 sur les 24 dernières heures. 79 sur les 4 dernières heures. Donc on va dire qu'ils sont assez proches, et lui aussi a repris un petit peu de temps à Charlie Dalin, surtout sur les 4 dernières heures. Derrière le groupe Jérémy Bayou, les moyennes ne sont pas fantastiques, seulement 250 000 de parcourus. Pourquoi? Eh bien vous allez voir que le groupe Jérémy Bayou s'est retrouvé dans un anticyclone, ce qui a été très rageant pour eux. Dans de la molle. Ça a été le cas également pour le groupe Bestaven, qui a dû remonter beaucoup plus au nord que ce qui était prévu dans un premier temps. Et les routes de ces deux groupes ont convergé à peu près ensemble, et ça retrouve du vent désormais. Donc que ça soit Jérémy Bayou et les autres commencent à réaller un petit peu plus vite. Jérémy Bayou, vous voyez, sur les 4 dernières heures, c'est pas encore fantastique parce que lui il est dans un anticyclone. Mais on va plutôt regarder Sam Goodchild, Paul Meillat est quasiment à 90 000 parcourus en 4 heures. Yannick Bestaven, lui, un petit peu moins. Oui, en finale, c'est Paul Meillat en fait qui s'en sort bien, qui a réussi à trouver la solution, parce que tous les autres sont bloqués. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe pour Paul Meillat. Parce qu'en fait, c'est Paul Meillat qui va vite, c'est pas les autres qui arrivent à retrouver des vitesses.
Ouais, c'est Paul Meillat là, qui va très vite par rapport à ses adversaires. Vous voyez, Jérémy Bayou, pardon, parce que j'étais mal placé au niveau du curseur, 79 000 en 4 heures. Nicolas Luven, 75, donc toujours assez proche les deux. 80 pour Sam Goodchild, 75 pour Bestaven. Et Paul Meillat, bah, lui, est à quasiment 90 000 de parcouru. Et ça s'est fait sur les toutes dernières heures. Donc avec cette voie une chouille plus sud, pardon. Eh bien, ça s'est plutôt bien passé pour lui et ça a permis d'augmenter son avance. Derrière, match intéressant entre Metro, Boris Herrmann, Clarisse Kremer et Sam Davis. C'est Samantha Davis qui va la plus vite. 93 000 de parcouru en 4 heures, c'est quasiment, je crois, que son record depuis le début de la course. Et surtout 496 000 de parcouru. Ce qui veut dire que sur les 24 dernières heures, c'est le bateau le plus rapide. Initiative Cœur, ça bombarde en ce moment du côté de Samantha Davis qui a montré des images de bord. Je ne peux pas vous montrer les vidéos de bord parce que, alors, pour des questions de droit d'auteur, vous savez qu'on n'a pas le droit, à part autorisation, de réutiliser des images d'une autre vidéo YouTube. Je pense qu'il y a une autre youtubeuse qui réutilise des images, c'est Aida Valkanou, je crois que je prononce correctement. Des fois, je fais des petites inversions. Là, vous pouvez voir les vidéos du Vendée Globe. Elle analyse aussi la course. Mais je pense qu'elle est liée à l'organisation du Vendée Globe, ce qui n'est pas mon cas. Ce qui me permet aussi d'être indépendant et de pouvoir critiquer comme je le souhaite, notamment. Et ce qui fait que, eh bien, elle a, je pense, des autorisations spéciales pour utiliser les images, pour pas que ça soit ban par YouTube ou qu'il y ait des problèmes de monétisation derrière. Moi, je pense que je n'ai pas la possibilité de le faire. Les vacations, je ne sais pas, très clairement, du côté des vacations, mais du côté des vidéos, ça c'est sûr. Et du côté des vacations, je ne sais pas. Je ne sais pas si elles sont en libre utilisation, mais encore une fois, voilà, je ne veux pas prendre de risques. Je ne veux pas que la chaîne soit fermée. Donc voilà, il n'y aura pas de vidéo. On fait différemment, voilà, que d'autres contenus du Vendée Globe. Puis ça permet d'avoir un apport différent. Donc voilà, du côté de Samantha Davis, ça va vite. Donc elle a montré des images de bord. Je vous invite donc à regarder cette vidéo-là. Où bah, vraiment, tu sens que ça mouille énormément sur le bateau. Voilà, les vagues passent au-dessus du pont. Et c'est assez impressionnant. Et on comprend mieux parce qu'elle carbure depuis 24 heures. Encore une fois, c'est le bateau le plus rapide de la flotte. Si je me mettais dessus, ça serait quand même pas mal. Ça serait mieux, voilà. Et donc depuis hier, elle a rattrapé beaucoup de son retard. Surtout qu'elle était bien plus nord. Vous voyez, hier, il y avait quasiment 1500 000 de retard. Eh bien, ça a diminué. Elle est désormais à 1419. Donc vraiment une très très belle journée. Boris Herrmann, c'est pas mal aussi du côté de Boris. Avec 437 000. 413 pour Justine Métro. Et clacla, tata clacla avec sa réserve de pamplemousse et de chips Bretz. On sait très bien que les breads, ce sont les meilleurs chips. Eh bien, Clarisse Kremer, elle va extrêmement vite en ce moment aussi. Parce qu'elle était à 1489 de retard. Et le retard a bien diminué à 1438 et elle est dans une situation idéale. Pourquoi ces bateaux-là vont aussi vite dans ces conditions pourtant devant, de côté? Eh bien, tout simplement parce que vous voyez très peu de mer, 2,40 m de mer, ce qui permet au bateau de voler. Et ce qui vous montre quand même que Clarisse Kremer, dans ces conditions-là, son problème de foil ne la perturbe pas trop. On ne sait toujours pas si elle a pu réparer son problème de foil. Ça, je n'ai pas l'information du côté de Clarisse Kremer de l'Occitane en Provence. Et vous voyez que c'est un bateau qui est performant. Je rappelle, c'était l'ancien bateau de Charlie Dalin sur le précédent Vendée Globe. Et donc Boris Herrmann, malgré tout, vous voyez qu'il a quand même... il a quand même du mal à aller vite, alors que là, techniquement, il est dans des conditions qui sont idéales pour son bateau. Ça reste une interrogation. Est-ce qu'il n'y a pas un problème technique, quand même, encore une fois, sur le bateau de Boris Herrmann parce que je trouve qu'il va toujours une chouille moins vite. Que voilà, vous voyez, en 4 heures, il va moins vite. Pourtant, là, il est dans des conditions de vent où, normalement, c'était là où il devait faire ses grosses moyennes. Donc, ce qui fait qu'il a un peu du mal, quand même, à réduire l'écart et à remonter dans le classement. Benjamin Dutreux, ça va vite aussi avec Romain Attanasio. Benjamin Dutreux, 83 000 de parcours sur les 4 dernières heures, 437 sur les 24 dernières heures. Et Romain Attanasio, eh bien, vous êtes à 460 000 de parcourus. Et il est en train, je pense, de faire peut-être le record de performance pour lui en monocoque.
Donc ça bombarde, je pense que ça doit faire encore du bruit dans le bateau. Il va encore se plaindre du bruit dans le bateau, mais je pense que voilà, ça va être difficile à gérer. Parce que là, ça voit vite. Et là, tu vois que autant pour les concurrents de tête, la voie nord n'a pas été efficace par rapport à la voie sud, autant pour eux, la voie nord a été plus intéressante que Pip Air un peu plus au sud et qui elle est bloquée à l'intérieur de la dépression et qui se retrouve à avoir également beaucoup de mer. Vous voyez Pip Air et ça va pas s'arranger dans les heures à venir. Et puis elle va plus pouvoir se faufiler en haut. Par contre dans les prochaines heures, Romain Athanasio, Benjamin Dutreux vont se faire manger par cette dépression avec des creux de 6-7 mètres. Donc ils vont un peu perdre de vitesse par rapport aux concurrents de tête. Damien Seguin, lui, est parti complètement nord. Je pense pour dormir parce que voilà, il n'arrivait pas à dormir du tout. Il fait quand même 481 000 nautiques en 24 heures, mais vous voyez que sa VMC n'est pas exceptionnelle avec une VMC seulement de 9,4 nœuds contre 16 nœuds 4 pour ses petits camarades du sud. Pourtant, bah oui, parce qu'il remonte quasiment contre le vent. Donc ça doit un peu taper dans le bateau, mais il voulait voilà, avoir des conditions de mer beaucoup plus calmes. Donc il a peu avancé en fait par rapport à hier, par rapport à ses petits camarades, malgré une vitesse qui est bonne de 20 nœuds, malgré beaucoup de distance de parcouru, parce qu'il s'est vraiment éloigné de la route idéale, Damien Seguin. Est-ce qu'il essaye de se dérouter pour avoir un Whooper de chez Burger King? Parce que je crois que vous pouvez avoir ça si vous détournez, c'est vers la Réunion je crois, si vous détournez vers la Réunion vous pouvez récupérer un Whooper, c'est ce qu'il nous a indiqué hier Benjamin Ferret sur Virtual Regatta. Il faut savoir que moi je ne suis pas du tout Virtual Regatta, manque de temps déjà, et en plus j'ai du mal avec les jeux où pour gagner il faut payer dans les free-to-play, donc voilà, ça m'énerve un petit peu ce truc là, parce que si vous n'avez pas les options et que les autres ont les options, je trouve que c'est un... Voilà, il y a un déséquilibre qui ne me plaît pas beaucoup dans l'affaire. Et en ce moment, vous voyez que sa VMC est négative, parce qu'il est presque à l'inverse du parcours. Il remonte presque le parcours à contresens. Derrière, Tanguy, le Turquet, donc malgré ses problèmes de latte, il va quand même à 360 000, mais son positionnement était difficile, parce que vous voyez, par rapport à la dépression, il se l'est mangé en plein milieu, quoi. Il se l'est mangé vraiment pleine tête, cette dépression, hier. Voilà, avec ce petit jibe qui lui a fait très mal. Je pense que c'est là où il a cassé ses lattes. Et vous voyez qu'après, il se fait manger par la dépression, le temps de réparer. Donc, il n'a pas pu avancer idéalement, contrairement à ses petits camarades d'à côté, notamment Jean Le Cam, qui lui est allé bien plus vite dans une mer beaucoup moins défoncée aussi. C'est pour ça qu'il est monté beaucoup plus nord pour avoir une mer beaucoup plus calme. Par contre, il va falloir faire attention désormais. C'est cette zone de molle qui va avancer sur eux dans les prochaines heures. Donc ça va peut-être être... ils vont peut-être perdre beaucoup de temps ensuite avec Isabelle Yoshke et Alan Roura, qui sont les trois à avoir pris cette option plein nord par rapport à leurs petits camarades. Mais vous voyez que ça va vite quand même sur le bateau de Jean Le Cam, parce qu'il est pourtant avec des conditions de mer équivalentes aux autres. Si on regarde, il a vraiment voilà, déposé un petit peu Isabelle Yoshke, et même en 48 heures, il a un peu voilà, il a augmenté son avance par rapport à Alan Roura. Mais hier, 11h, voilà, 6 décembre, vous voyez, il est côte à côte avec Isabelle Yoshke, et vous voyez qu'il a... Alors certes, ils ont changé un petit peu de trajectoire, mais qui dépose vraiment, là, si on prend une barre est-ouest, qu'il a déposé un petit peu quand même notre ami Isabelle Yoshke lui a mis, je dirais, une trentaine, 40 000 dans la vue, même si pour l'instant au niveau du classement c'est pas aussi important parce qu'elle est plus sud, donc plus proche de la route idéale. On poursuit avec Guirec Soudé, toujours plein sud avec Louis Duc, les deux sudistes. Ça n'a pas été hyper profitable hier, mais aujourd'hui ça sera peut-être profitable. Vous voyez quand même que ça avance à 50 nœuds, à 50 000 par tranche de 4 heures, 337 000 parcourus en 24 heures pour Guirec Soudé. C'est similaire à Louis Duc, donc les deux sont à peu près à la même vitesse. Mais Guirec Soudé montrait la taille des vagues. C'était impressionnant parce que ça se voyait à la caméra hier, les vagues. Et vous voyez, il est passé vraiment dans des zones impressionnantes sur... Voilà, vous voyez la dépression quand elle le chope.
cette nuit, eh bien, il s'est mangé des très grosses vagues. Comme Tanguy le Turquet. Du côté des autres concurrents, on retrouve Violette d'Orange à côté de Benjamin Ferré, toujours un petit peu la bagarre entre les deux, avec également Sébastien Marcet qui va toujours aussi vite, mais Violette d'Orange, quasiment 400 000 de parcouru en 24 heures, c'est plus, encore une fois, que Benjamin Ferré, qui n'arrive pas à suivre les mêmes cadences, et c'est très proche de ce que fait Sébastien Marseille, donc belle bagarre entre ces deux bateaux de même génération. Et donc Arnaud Boissière avec ses réparations, ça lui a fait perdre beaucoup de temps dans l'affaire. On retrouve ensuite Coral Conman qui a eu son Génac qui est tombé dans l'eau, de ce que j'ai vu rapidement. Donc là aussi il a perdu un petit peu de temps, 346 000, et il se retrouve surtout dans un deuxième peloton et plus forcément dans le même schéma météo que les hommes de tête de ce fait, même s'il n'y a que 300 000 d'écart avec Jeannot Le Cam. Et puis on retrouve derrière Éric Bellion, pas mal de petits soucis à réparer, et je pense qu'il a eu besoin de récupérer après ses soucis de Geneker. Kojiro Shirashi, donc forcément avec ses soucis de grand voile qu'il va falloir réparer, il est obligé de trouver une zone de calme, donc forcément la vitesse est moins bonne. Et puis Oliver Air, 273 000 de parcouru, je pense qu'il a voulu jouer un petit peu avec la zone nord et il s'est un petit peu mordu les doigts. Derrière, vous voyez donc toujours Fabrice Amédéo et Manuel Cousin. Manuel Cousin 257 000, Amédéo 226 000 de parcouru sur les 24 dernières heures. C'est beaucoup moins que Dennis Van Venberg, le Belge, 303 000 de parcouru avec ce positionnement plus sud. Donc il a eu un petit peu plus de vent, Dennis Van Venberg. Et surtout, l'avantage, c'est qu'il est resté quand même dans des conditions de mer qui n'étaient pas si ignobles que ça, comme on peut voir. Donc ce qui lui a permis de glisser avec son bateau sur les flots et ce qui lui a permis d'aller assez vite pour le moment. Et puis on retrouve donc derrière Jin Kunshu qui va vite aussi sur les 24 dernières heures, 316 000 de parcouru avec son bateau à folle, et Salboche Verès, lui, qui est empêtré dans l'anticyclone de Sainte-Hélène, seulement 154 000 de parcouru. Louis Burton, lui, n'est toujours pas à Cape Town et il commence à avoir la fin des galères très clairement arrivé. Lui qui a eu une journée jeudi très compliquée, le temps de remonter la dépression. Il s'est pris la dépression en pleine poire dans le mauvais sens du vent, donc forcément c'était pas l'idéal. Sodebo du côté du Jules Verne n'est pas encore rentré pour réparer. Par contre c'est le cas de SVR Les Artigues qui normalement rentre, qui est rentré, donc qui va pouvoir réparer son foil pour faire une nouvelle tentative de Jules Verne. Et pourquoi, vous vous posez peut-être la question, pourquoi il n'y a pas de tentative de Jules Verne pour Gitana? Eh bien c'était prévu, mais Gitana a dématé le vainqueur de la Arkea Ultimate Challenge. Il a dématé, donc pas possibilité de réparer facilement, enfin de réparer rapidement et de faire un match qualité le temps de repartir. Donc voilà, ils ont décidé de ne pas faire de tentative de Jules Verne du côté de Gitana cette année. Ça sera peut-être le cas l'année prochaine. Bon, eh bien, on regarde les statistiques des 24 dernières heures. Du côté de Benjamin Ferré, il a toujours le record de vitesse, hein, ça n'a pas changé. Parce qu'on a des doutes sur ce record de vitesse, mais pour l'instant, il a toujours le record de vitesse. Du côté de Samantha Davis, 496 000 de parcouru, c'est-à-dire 918 km, c'est-à-dire surtout 150 km de repris par rapport à Charlie Dalin. Et ça, c'est une bonne nouvelle. On retrouve deuxième de ce classement, donc Damien Seguin, qui certes a une bonne vitesse, mais une VMC, donc un positionnement par rapport au vent qui n'a pas été bon, donc ça lui a coûté beaucoup de milles en fait au classement général. Clarisse Kremer, qui est rapide, troisième de ce classement, à une quarantaine de kilomètres de Samantha Davis. On retrouve ensuite Romain Attanasio avec un bateau de génération 2016-2017, donc très rapide, le français, avec Boris Herman, qui est déjà un petit peu plus loin. Boris Herman, il a pris 40 000 de retard par rapport à Clarisse Kremer et donc une soixantaine de milles de retard par rapport à Samantha Davis, qui fait donc 100 km, plus de 110 km, alors que le chat a décidé de rentrer dans la litière, je m'en excuse. On retrouve ensuite Boris Herman, donc Benjamin Dutreux, 6e. 7e, Johan Richaume, donc qui reprend un petit peu de milles sur Charlie Dalin. Il a repris une vingtaine de kilomètres.
Paul Meillat, donc 8e, qui s'en sort extrêmement bien par rapport à ses petits camarades à côté de lui, donc il fait une belle performance. Et puis Charlie Dalin et Thomas Ruyant, 10e de ce classement. Pip Air a disparu du côté des vitesses. C'est Damien Seguin qui rentre 8e et donc qui a délogé Pip Air. Du côté des pics de vitesse sur 30 minutes, Damien Seguin qui a désormais 26 nœuds 27. Voilà, et qui rentre à la 8e place de ce classement. Du côté du record, eh bien, nous sommes toujours en retard par rapport à Armel Lecléache. 316 000 de retard, c'est-à-dire 586 km de retard pour le moment pour Charlie Dalin par rapport à Armel Lecléache. Eh bien, c'est l'heure de se quitter. Déjà, parce que je pense qu'il va falloir que je nettoie une litière. Mais deuxièmement, parce que ce soir, on se retrouve pour le biathlon et parce que j'ai plus grand-chose à dire. Allez, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur Amérique Production. Ciao, ciao!